Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection des hauts et des bas, communication, culture, médias et TIC Société. Dirigé par Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne-Dijon, directeur éditorial et scientifique, groupe IGS, Paris. Cette collection accueille des essais consacrés à des sujets de société et à des thèmes d'actualité faisant débat. Les ouvrages publiés par la collection sont écrits d'une plume engagée, mais toujours argumentée. Il s'agit de pourvoir la communauté académique et la société civile en éléments de réflexion exigeants sur des sujets faisant débat, et parfois polémiques, pour poser un regard critique et rigoureux sur un monde en métamorphose. Les institutions, les médias, les TIC, la culture et les grands systèmes idéologiques sont passés au crible des titres de des hauts et des bas. Pour toute information, pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Dernière parution. Alexandre Herriès, La communication politique, ou le mentir vrai 2013. Pascal Lardelier dire, Erving Goffman, De l'interaction à l'institution, 2015. Loïc Droilière, Orthographe en chute, orthographe en chiffres. Deux expériences édifiantes, 2015. Kathleen Tamizier, Les surdoués passent-ils le bac ? Une enquête sociologique dans l'univers des enfants précoces, 2016. Laurence Lagarde-Piron, Corps à corps infirmier, 2018. Pascal Lardelier, Yvan Règle, Richard Delahaye dire, Négociation. Technique, valeurs et acteurs de la négociation 2018. Yvan Règle, Pascal Lardelier, Richard Delahaye dire, Identité. Métamorphose identitaire à l'ère d'Internet et de la globalisation, 2018. Lionel Saporiti, Seigneur de la rue. Ethnographie du monde de la grande exclusion, 2019. Claudine Batazzi et de Véronique Pillet-Anderlini dire, Tourisme et territoire, des milieux, des dispositifs et des hommes, 2019. Bernard Barbieri, Le rôle des normes comptables. De la construction de l'image fidèle à la communication de l'information financière, 2019. Éric Enrègle, L'automobile, variation sur un thème 2019. Remerciements, dédicaces et avertissements. Cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide éditoriale de Pascal Lardelier et son courage, aussi, en accueillant dans sa collection un travail au contenu sensible, quant aux discours et aux idéologies qu'on va y rencontrer. Je le remercie ainsi que l'équipe dont il a su s'entourer, et notamment Daniel Moati et Alexandre Herriès, spécialistes pour le premier de l'histoire contemporaine et pour le second de sciences politiques. Je dédie respectueusement ce livre à la mémoire de monsieur le professeur Pierre Ansart, 1922 à 2016. Ce fut lui qui m'initia à ces domaines, notamment en dirigeant avec expertise et dévouement mon mémoire de 3 degrés cycle et ma thèse de doctorat. L'auteur de ces pages n'est pas responsable du contenu des verbatims cités dans l'ouvrage, qu'elle ne saurait donner l'impression de cautionner. Certains auteurs, sources et teneurs peuvent en effet être considérés comme sensibles, polémiques voire scandaleux, lus depuis ce début de 21 degrés siècle. Tout ceci est à remettre dans une perspective historique, à laquelle ce travail entend être une contribution objective et non engagée. Introduction. Les lecteurs de ce livre tiennent entre les mains un document rare, tout à la fois éprouvant et explosif. En effet, ces pages vont vous plonger au cœur d'un imbroglio médiatico-historique, qui a vu les représentants des deux extrémités du spectre politique communiste et extrême droite se fourvoyer dans les grandes largeurs, et perdre un peu de leur honneur et de leur âme, dans des postures et des positions où la mauvaise foi au nom de la cause le disputait peut-être à la cécité volontaire. En URSS, il est admis d'avance et une fois pour toutes que sur tout et n'importe quoi, il ne saurait y avoir plus d'une opinion, affirmait André Gide dans son retour d'URSS. Et bien ainsi en allait-il au PCF, où les voix divergentes, rares et discordantes, étaient rappelées à la raison, à la vérité officielle. On revient là à la Pravda finalement. Parlant d'âme, les communistes en avaient-ils un supplément eu égard à l'idéal rouge, au charme universel d'octobre, et à leur foi en une utopie ? Pas sûr, car leur rouge est aussi celui du sang et de la honte, celui d'avoir frayé avec le pire. Quant à l'extrême droite, elle se vautra dans le déshonneur si complaisant allègrement, tout à sa vile servilité envers la peste brune, qu'elle servit et incarna même.
Tiré de travaux de recherche menés à l'université de Jussieu Paris 7, les deux parties de cet ouvrage s'étaient donné pour mission de se pencher sur des corpus afin de leur faire rendre sens. De ce fait, j'ai opté pour l'insertion dans le corps de mon texte de nombreux verbatims, afin de faire prendre la mesure de la litanie propagandiste, des exclamations pavloviennes, à bas le E, appelant à l'union, au combat même quand on ne sait plus très bien quelle cause on sert ou doit servir. J'ai choisi de laisser ainsi se déployer au fil des pages la rhétorique plus ou moins bien huilée, qui vaut pour son caractère daté, pour ses imprécations, ses aveuglements, son exaltation et sa mauvaise foi, sans qu'une glose ou des commentaires superfétatoires ne viennent outre mesure troubler la redécouverte de ce que disaient les communistes d'abord, les collabos ensuite. L'idée n'est pas de s'en tirer à bon compte en étant juste compilatif, comme pour s'en laver les mains qui là, pour le coup, sont sales. Non, j'y reviens. C'est de la juxtaposition de tous ces textes qu'une impression remonte après décantation, et se cristallise l'esprit d'une certaine France, manichéenne en diable. Et ce sont tous ces titres, toutes ces unes, tous ces éditoriaux rageurs et vindicatifs qui donnent la mesure et la nausée pour filer la métaphore sartrienne. Sartre d'ailleurs, comme excellente illustration des errements et des égarements d'un intellectuel parmi d'autres, symbole du siècle de bien des erreurs et de plus d'horreurs encore. Cet ouvrage se fonde sur une démarche sociologique, elle-même appuyée sur une méthode historique ayant exploité un corpus volumineux. Bien sûr, l'idée est de mettre ces discours en perspective, tout en se situant au plus près d'eux. On aurait pu ponctuer les verbatims par des marqueurs d'ironie, d'étonnement, par des indices de désolidarisation, par rapport à pas mal d'énormités que le lecteur permette ce sursaut moral, proférer la main sur le cœur. Mais non. J'ai préféré plonger le lecteur dans ce magma textuel en l'avertissant simplement ici. Et c'est cette litanie datée qui fait sens, et qui est le symptôme surtout de la mauvaise foi, des petits calculs, des stratégies piteuses et de ces compromis qui sont en fait des compromissions. Finalement, l'actuelle polarisation de la vie politique française trouve sa source dans ce clivage si perceptible ici, vous allez le voir. Sur Twitter, on s'écharpe désormais allègrement à propos de cette période, chacun en rajoutant selon sa couleur, pour accabler les communistes et leurs compromissions, ou pour fendre le grand capital, rebaptisé génériquement libéralisme. Par-delà ces postures, il sera intéressant de percevoir dans les plis des rhétoriques rouges et brunes, des thèmes ô combien d'actualité. Pacifisme ou intervention martiale, Union européenne à construire ou à combattre, rôle de la finance et des groupes de pression dans les menées du monde, idées de nation, de communauté, de classe. On lira aussi consterner la quête des boucs émissaires à jeter à la vindicte, à désigner à l'opprobre, via l'obsession des Juifs et de leurs présumés pouvoirs et privilèges. Et c'est en ce sens que ce livre est éprouvant, dans la mauvaise foi litanique et équitablement distribuée, voyant l'humanité et l'œuvre ressasser les mêmes passions tristes. Alors bien sûr, le titre de l'ouvrage, juxtaposant en un raccourci saisissant les deux titres pour en dégager un sens supérieur, est ironique. Ce n'est pas vraiment l'humanité à l'œuvre, qu'on a vu durant la période étudiée là, mais plutôt des obscurantismes en action. Le PCF dans un étau mental intenable. En apparence, le Parti communiste français a une idéologie qui ne comporte aucune ambiguïté, c'est clair et simple. À bas le fascisme. À bas l'impérialisme. Et le fait d'être inféodé à Moscou, le PCF n'est que la SFIC, c'est-à-dire la section française de l'Internationale communiste, renforce les deux volets de ce combat. Oui mais 23 août 1939. Pacte germano-soviétique, ah bon? On ne lutte plus contre le fascisme? 10 juin 1940. Blitzkrieg. Défaite, débâcle, exode, l'ennemi allemand occupe la France. Surprise. Les alliés de notre grand frère sont nos ennemis? Alors quoi? Déchirure. Déchirure dramatique pour plus d'un militant. Déchirure qui durera jusqu'au 22 juin 1941, quand Hitler rompt le pacte en attaquant l'URSS. Passionnante période. On prend conscience ici que l'ambiguïté de cette période n'est que le reflet d'une ambiguïté beaucoup plus fondamentale et permanente dans la philosophie politique. On en trouve l'expression claire dans L'. Embarras de Jacques Duclos, candidat du PCF arrivé en 3e position lors du premier tour de la présidentielle de 1969 avec 21,27% des voix,
refusant de choisir entre le gaulliste Georges Pompidou 44,47% et le centriste Alain Poher 23,31%. Ce personnage de la légende du PCF ajoutait, agacé mais truculent, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Presque un demi-siècle plus tard, Jean-Luc Mélenchon hésita quant à une éventuelle consigne de vote pour le deuxième tour des présidentielles de 2017 en France. Ces grandes tendances ne sont pas réellement nouvelles et de plus, perdurent actuellement, de façon spectaculaire pour l'une d'entre elles, témoin, la dernière élection présidentielle française. Rappelons les résultats du premier tour. Macron, 24,01%. Monsieur Le Pen, 21,30%. J.L. Mélenchon, 19,58%. Donc, deuxième tour annoncé, Macron-Le Pen. Que va faire Mélenchon? Qui va-t-il appuyer? Marine Le Pen? Comment lui, l'ancien trotskiste, le porteur d'un projet de 6ème République qui a des allures de République des Soviets, pourrait-il ne pas rejeter ce qui, de près ou de loin, peut avoir des relents de fascisme pour l'opinion publique? Mais l'oligarchie telle que peut l'incarner le candidat Macron lui donne autant, voire plus d'urticaire. Entre Macron et Le Pen, choisissez votre voie préférée pour aller en enfer, pourrait-il penser et dire. Eh bien, le militant communiste est en 1940 tout autant désorienté. Qu'est-ce que c'est que cette alliance avec le fascisme? Le fait que ça permette de lutter contre l'oligarchie capitaliste est-il une raison suffisante? Et puis, le Front populaire n'est pas loin. Et la décision par le gouvernement de Léon Blum, de la non-intervention en faveur des républicains espagnols dans leur résistance au coup d'État du général Franco a été une blessure pour les militants communistes, blessure qui est loin d'être refermée. Alors maintenant, on s'allie avec Hitler? Comment peuvent-ils avaler cela? Mais en même temps, c'est l'occasion de lutter une bonne fois contre l'oligarchie capitalistique, même s'il faut s'allier pour cela avec le diable. En fait, quel est ce conflit oligarchie-fascisme qui embarrassait nos militants communistes en 1940? Sans doute une des multiples facettes d'une même problématique, ces facettes étant tour à tour la gauche contre la droite, les chrétiens et les musulmans, les démocrates et les dictateurs, les communistes contre les capitalistes, le dialogue nord-sud, etc. Deux expressions en apparence contradictoires d'une même réalité. Tout cela, ce ne sont que les masques d'une vieille question. Le peuple a-t-il besoin d'une élite pour le gouverner? Et qu'y a-t-il de ce fait à la base de tous ces masques? Le conflit peuple versus élite du peuple. Ça, c'est sans doute la vraie querelle. Ancienne s'il en est puisqu'elle a commencé il y a 2500 ans. C'est la querelle entre Platon et Aristote, Platon, père de la République, et Aristote, son disciple, père de l'oligarchie. C'est dire qu'on touche ici à des ressorts profonds et éternels de la pensée politique. Et il est fondamental de les étudier à des moments culminants de l'histoire. C'est là qu'ils sont le plus visibles. L'humanité clandestine permet de jeter un regard précis sur cette période de l'histoire paroxystique s'il en est. Et puis il y a la presse collaborationniste, en l'occurrence l'œuvre. En première analyse, il ne peut y avoir plus opposé que l'œuvre et l'humanité fût-elle clandestine. C'est évident mais en même temps, beaucoup de choses les rendent étrangement proches. Les ressorts sur lesquels les deux jouent. Le lectorat potentiel auquel les deux s'adressent. L'identité des ressorts et donc de leur rhétorique est frappante. On peut résumer cette rhétorique d'une phrase, trouver un ennemi, de classe, de race, qui ne peut que comploter contre nous qui sommes à l'évidence dans la seule vraie vérité. La mise en œuvre de cette rhétorique passe par le même moyen qui se définit en deux postures précises. A. Faire changer les choses passe par les mots pour le dire. B. On va utiliser les mots sans les choses, on s'apparente alors à la pensée magique. Dire les choses, c'est les créer. Développons un instant ces postures. Quand on parle de pensée magique, on pourrait tout aussi bien parler de schizophrénie. Le cycle normal, c'est quoi? On observe les choses puis on trouve des mots pour désigner les choses observées. Ici, il se passe tout l'inverse. On va écrire ou prononcer des mots, puis on va se battre pour montrer que cela existe bel et bien dans la réalité. Et pour cela, on va mettre en route un mécanisme visant à ce qu'un maximum de personnes utilisent les mêmes mots de la même façon. Suivant-le. Puisque tout le monde le dit, c'est que ça existe, non? Demandez à votre voisin. On comprend que de fait,
L'obsession de Déa aura été un parti unique qu'il aurait tué à la botte, pour donner consistance à cette pensée unie. Il créera donc le Rassemblement national populaire. Ce n'est rien d'autre qu'un outil de mise en place d'un délire collectif. Bien sûr, ce délire collectif passe par une cécité volontaire, pour ne pas voir les vraies choses qui supposeraient d'autres mots. Cette cécité volontaire nous est offerte sur un plateau en l'occurrence. Dans la nuit de la débâcle, de l'exode, de la défaite, on nous propose une lumière très vive, si vive qu'elle va nous éblouir. Il n'y a pas de cécité plus vive que l'éblouissement par la lumière. Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée. Te salue maréchal. Tous les enfants qui t'aiment. Et respectent tes ans. À ton appel suprême. Ont répondu présent. Maréchal, nous voilà. Devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars. De servir et de suivre tes pas. Allez garder un discernement et une distanciation face à une telle potion magique, qui met tout un chacun en position d'être ébloui, sidéré. Enfermé dans un a priori qui lui dicte sa vision. Citons Freud, les schizophrènes se voient forcés de se contenter des mots au lieu des choses. Une métapsychologie 1915 à 1917. C'est vrai qu'il y a de la schizophrénie dans l'air, si l'on peut dire. Dans la même orientation, Gérard Mandel cite Michel Foucault dans un chapitre de La révolte contre le père, Payot, 1967, chapitre qui reprend le titre du livre de Foucault Les mots et les choses. Voilà ce qu'en extrait Gérard Mandel. Cet a priori, c'est ce qui à une époque donnée découpe dans l'expérience un champ de savoir possible, définit le mode d'être des objets qui y apparaissent, arme le regard quotidien de pouvoir théorique, et définit les conditions dans lesquelles on peut tenir sur les choses un discours reconnu comme vrai. Et Mandel de conclure, la vérité d'un discours ne réside plus dans cette conception, en sa relation aux choses, marquée par le pouvoir qu'il donne sur les choses, mais uniquement dans son obédience à l'a priori conceptuelle. Ceci est vrai, tant pour l'humanité clandestine que pour l'œuvre. Mais l'humanité clandestine est en quelque sorte protégée par son statut clandestin, et par la distorsion dans laquelle la plonge le pacte germano-soviétique. On pourrait donc passer à côté. L'œuvre est plus à l'aise. La lumière éblouissante du maréchal gomme apparemment toutes les ambiguïtés en les rendant invisibles et donc fera vivre au lecteur de notre deuxième partie cette dynamique des mots sans les choses, ce qui, rétrospectivement, éclairera sa lecture et sa compréhension de toute notre première partie sur l'humanité clandestine. L'œuvre est un journal maréchaliste d'apparence, mais pro-nazi en réalité. On me dira peut-être, ce n'est pas si simple. L'Allemand est là, occupe la France, on est vaincu, on va être détruit. Affolement potentiel, rejet de l'occupant, rejet de la défaite, résistance, cela viendra plus tard. Fascinante manipulation qui nous amène, quand on sent bien les mécanismes, à observer d'un œil plus averti et plus clairvoyant ce que nous vivons au jour le jour, plus de 70 ans plus tard. De la méthode, le corpus en particulier, la presse clandestine en général. Face à la nouvelle donne très déstabilisante qu'affrontait le PCF, l'analyse des contenus des numéros clandestins de l'Humanité, rassemblés en 2 gros volumes édités en 1975 par l'Institut Maurice Thorez et accessibles sur le site de la BNF, permet de dégager de grandes tendances, tant du journal L'Humanité, clandestine, que du PCF, réduit lui aussi à la clandestinité et à la dispersion. C'est sur ce précieux corpus historique, révélateur de tellement de tensions, de combats et de conflits de toute nature que cet ouvrage se fonde.
Son approche méthodologique croise l'analyse de contenu et l'analyse de discours. 3 numéros de l'Humanité de juin 1940 restent consultables à la Bibliothèque nationale de France, à travers les éditions numérisées par Gallica. En fait, il consiste pour chacun de ces numéros en une page renéotée recto verso. Précieux témoignage d'une époque de déchirure, de déchirement. À propos de notre corpus, et sur la presse clandestine. Retour sur le corpus analysé qui sera abondamment cité dans ces pages. Durant la première période, du 10 mai 1940 au 25 juin 1940, il n'a été retrouvé que 6 numéros, dont aucun numéro spécial. Aussi avons-nous étudié les numéros 46 du 15 mai, 47 du 17 mai, 48 du 20 mai, 49 du 24 mai, 55 du 17 juin, 56 du 19 juin. L'absence des autres numéros peut être expliquée par la débâcle, l'exode. Les membres du parti durent se cacher, et ils subirent les mêmes secousses que le reste de la population. Personne n'envisageait une telle déroute, un recul aussi rapide. Si l'étude de notre corpus commence par cette période, c'est pour mettre en exergue les mots d'ordre du parti durant ce moment particulier de la guerre. Évidemment, il manque des numéros, mais ces 6-là donnent déjà un bon aperçu de la débâcle telle que vue par le Parti communiste et de la manière dont la guerre était interprétée, malgré le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Ensuite, intervient la période du 25 juin 1940 au 22 juin 1941, date à laquelle l'Allemagne entre en guerre contre l'Union soviétique. À partir de ce moment-là, l'attitude du PCF sera petit à petit plus explicite vis-à-vis de l'Allemagne. Durant cette période, il ne manque aucun numéro, soit 61 numéros sur une période de 52 semaines, s'étalant sur 14 mois. Cela fait une moyenne de 5 numéros par mois. De plus, il faut ajouter les numéros spéciaux qui comportaient 2 cas. Le numéro spécial imprimé, le numéro spécial renéotypé, comme les numéros ordinaires. Ces cas peuvent s'expliquer par une période très riche en événements, nécessitant un nouvel appel très rapide. Il y a donc 17 numéros spéciaux dont 15 imprimés et 2 renéotypés, soit en moyenne 1,4 par mois. Ce qui fait comme total de numéros de l'Humanité clandestine mis aux archives pour cette période 78 numéros pour 52 semaines, soit en moyenne un numéro tous les 4,6 jours, soit 6,5 numéros par mois. Sur cet ensemble, un numéro est repris 2 fois, à 2 jours d'intervalle. De plus, un numéro est complètement illisible. Trouver le papier nécessaire à l'impression du journal exigeait de nombreuses complicités. Même le marché noir ne permettait parfois pas les approvisionnements nécessaires. Aussi l'Humanité paraissait souvent sur une feuille renéotée de 21 par 31 cm ou de 14 par 16 cm. L'Humanité clandestine reflète les positions officielles du Parti communiste clandestin. Élargissons la perspective. La presse clandestine apparut dès 1940 comme une arme de lutte mais aussi comme un lien entre les militants, et ainsi avec la masse. Il ne faut pas oublier que ces journaux clandestins bénéficiaient d'une publicité directe par les radios de Londres et de Moscou, qui les citaient parfois. Mais rien ne peut remplacer le journal, ce qu'on lit sous le manteau, qu'on prête à la sauvette, dont on commente les nouvelles fiévreusement à voix basse. C'est une multitude de journaux clandestins, aussi bien de gauche que de droite, qui parurent et connurent une incroyable efflorescence durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette presse clandestine fut le porte-voix de ceux qui, ne voulant pas se résigner, s'opposaient et résistaient, au sens large du terme. Reprenant une note de police relative à la presse clandestine, Henri Michel note qu'en 1943, la police avait effectué 5000 perquisitions, 1600 arrestations, et que 540 000 exemplaires de journaux clandestins avaient été saisis. Aux côtés de l'Humanité, les organisations proches faisaient paraître La Vie ouvrière, Rouge Midi. La Résistance publiait des dizaines de journaux dont certains titres connus ont survécu, Combat, La Voix du Nord, Libération. D'autres se sont éteints au lendemain de la guerre, La Pensée libre, Le Bulletin de la France combattante, etc. Ce préambule posé, entrons dans les faits. Cette première partie s'étend du 10 mai 1940, début de l'offensive générale des armées allemandes contre la France, au 22 juin 1941, date de l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, l'opération Barberousse.
Quelle était la situation historique alors? Mise en contexte historique, une période sombre pour la France. C'est dans un contexte défavorable que l'Angleterre et la France déclarèrent en 1939 la guerre à l'Allemagne nationale-socialiste d'Hitler pour protéger la Pologne. Car la France et l'Angleterre avaient été affaiblies par la crise financière de 1929. Surtout, elles ne bénéficiaient que d'un soutien ténu du président Roosevelt, qui peinait à faire admettre au peuple américain que la guerre risquait de s'étendre au monde entier. Les États-Unis se déclarèrent neutres, mais avec une sympathie plus ou moins agissante envers la France et l'Angleterre, sous la forme d'une aide matérielle se payant cash and carry, c'est-à-dire en devises, livres sterling et francs, et en or, ce qui contribua à vider les caisses de ces deux grandes démocraties européennes. En ce mois de septembre 1939, ces dernières relevaient enfin le défi des provocations constantes et de l'expansion continue des deux dictatures allemandes et italiennes, alliés dans le pacte d'acier de l'Axe, signé le 22 mai 1939. La France et la Grande-Bretagne avaient constamment reculé face à la pression militaire et à la diplomatie musclée des deux dictateurs Mussolini et Hitler. C'est une descente aux enfers en même temps qu'un crescendo que décrivent les historiens spécialistes de la diplomatie entre 1929 et 1940. Le retour à l'Allemagne de la Sarre par référendum le 13 janvier 1935, le réarmement par l'Allemagne de la rive gauche du Rhin, zone démilitarisée par le traité de Versailles, le 7 mars 1936, l'Anschluss, annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938, l'abandon de la Tchécoslovaquie lors des accords de Munich le 29 septembre 1938, l'invasion de la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939, avec pour conséquence l'annexion de la Bohême-Moravie par le Troisième Reich et la création d'un État slovaque. Parallèlement, l'Italie envahit le royaume d'Albanie les 7 et 8 avril 1939. Le roi Zog Ier exilé, Mussolini annexa ce pays montagneux dont la situation stratégique dans l'Adriatique renforçait la position italienne. Autre point de divergence fondamentale avec le premier conflit mondial, les démocraties ne pouvaient pas s'appuyer sur la puissance russe. Certes, Laval et Staline avaient signé le 2 mai 1935 un pacte franco-soviétique d'assistance mutuelle, mais les réticences anglaises et l'opposition de la Pologne à l'entrée de troupes soviétiques sur son territoire enlevaient toute portée pratique à la mise en œuvre de ce pacte. Aussi, la surprise fut grande lorsqu'en pleine négociation militaire entre la France, la Grande-Bretagne et l'URSS en août 1939, la signature du pacte germano-soviétique, 23 août 1939, conclu par Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, et Molotov, ministre des Affaires étrangères de l'URSS, fut annoncé en grande pompe médiatique par les deux dictatures. C'est ainsi que de fait la France ne pouvait plus compter sur une grande puissance pour contenir l'Allemagne sur deux fronts, Est et Ouest. Autre souci majeur pour l'état-major français, la France se trouvait bordée sur trois frontières par des puissances hostiles. L'Allemagne nationale-socialiste d'Hitler à l'est, l'Italie fasciste de Mussolini au sud-est et l'Espagne nationaliste de Franco au sud. En un mois, le seul allié militaire de la France et de l'Angleterre situé à l'est, la Pologne, s'effondra sous les coups de boutoir des divisions blindées et des escadrilles d'aviation de la guerre éclair, Blitzkrieg menées par les militaires allemands. Le territoire polonais se trouva partagé entre Hitler et Staline, alliés de circonstance. Le 30 novembre 1939, l'armée rouge envahit la Finlande, bénéficiant de la neutralité de l'Allemagne, alors qu'un vaste mouvement de sympathie se développe en Scandinavie et dans les démocraties occidentales, comme en témoignait l'article de Paul Boyer dans la Revue politique étrangère en 1940. Dès lors, et alors que les Français fournissaient l'essentiel des troupes terrestres opposées aux Allemands, les Anglais, ne pouvant débarquer que 2 divisions sur le continent, se retrouvèrent quasiment seuls face à la puissante Wehrmacht. Exposés sur la frontière nord, avec le Luxembourg et la Belgique, qui avec la Hollande se déclara neutre, la France était protégée à l'est par la ligne Maginot, considérée comme une succession de forteresses modernes et bien pourvues en artillerie. Par une brillante manœuvre militaire conçue par le général et futur maréchal von Manstein, l'armée allemande attira les meilleures divisions cuirassées françaises en Belgique, les isolant en perçant le front français à Sedan en passant par les Ardennes. Le 10 mai 1940, après plusieurs mois de drôles de guerre, l'action allemande coupa le front allié en deux jusqu'à la mer et Dunkerque. À la mi-juin,
le front français céda, les forces nazies s'enfoncèrent profondément dans le pays pendant que l'Italie de Mussolini déclarait la guerre le 5 juin 1940 et tenta en vain de franchir la frontière française en dépit de la disproportion des forces en présence. 35 000 troupes de montagne alpine françaises contre plus de 400 000 Italiens peu motivés et mal armés. L'armistice fut demandé par le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Pétain, dernier survivant parmi les maréchaux artisans de la victoire de 1914 18e. Armistice demandé le 17 juin 1940 et signé le 22 juin. 1 degré parti, le PCF en 1939 en rouge et contre tous. Le contexte historique, au moment du pacte germano-soviétique. Le passé des communistes, en général, est moins glorieux que celui forgé par la légende. Avoir été un militant de la cause a peut-être été une chance, plus sûrement une forme de compromission, ce qui n'est pas agréable à s'entendre rappeler. Thierry Volton, Une histoire mondiale du communisme, Grasset 2015, page 17. Un PCF à la dérive. C'est maintenant le moment de revenir à la politique intérieure française et à celle des partis politiques, dont le Parti communiste. L'annonce du pacte germano-soviétique de non-agression, signé le 23 août 1939, avait ébranlé non seulement les gouvernants anglais et français, mais aussi les partis communistes européens, et en particulier le PCF qui subit une véritable hémorragie d'adhérents. Nombre de ces derniers refusaient ce pacte et ses mots d'ordre pacifistes, non à la guerre impérialiste et capitaliste. Car en France, le PC avait été à la tête de l'antifascisme durant la guerre d'Espagne, 1936-1939, organisant l'aide matérielle aux républicains espagnols et envoyant des militants dans les troupes des brigades internationales. Outre cette fracture interne, la mobilisation des conscrits de l'armée, le départ pour l'URSS de dirigeants incontestés du PCF, Thorez, Méry, ou pour Bruxelles, Duclos, la dissolution du parti et l'interdiction de l'humanité par le gouvernement Daladier furent autant de facteurs contribuant à la désorganisation du parti. Il faut aussi rappeler que le dernier éditorial de l'Humanité édité légalement apparaissait comme une trahison à l'ensemble des médias et de la classe politique française. Au moment où l'Union soviétique apporte une nouvelle et inappréciable contribution à la sauvegarde de la paix constamment mise en péril par les fauteurs de guerre fascistes, le PCF adresse au pays du socialisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.